des usages qui sont dans les bâtiments, c'est 32%. Donc c'est intéressant à avoir en tête, hein, parce que ça me permet de dire que l'obligation de réduction de consommation, ce n'est pas une obligation de travaux, hein, c'est une obligation de consommation, de réduction des consommations, et tous les moyens sont bons, hein, y compris de ne pas faire des travaux si on arrive à atteindre... Enfin bon, je ne pense pas qu'on atteigne 60% sans faire de travaux, mais malgré tout, en jouant sur les usages des électricités spécifiques, le pilotage de ces équipements, on arrive quand même à gagner un certain nombre de pourcentages qui sont bons à prendre. Une autre planche intéressante, c'est que la répartition entre chauffage et électricité spécifique, elle est différente suivant l'ancienneté du bâtiment. Ça, c'est bon aussi à savoir. Plus le bâtiment est récent, et plus la part du chauffage est moindre par rapport à l'électricité spécifique. Et pour le parc plutôt des années 50, 70, là, on retrouve une part prépondérante du chauffage sur la part d'électricité spécifique. Donc ça aussi, c'est bon à savoir quand on va adresser ces différents parcs. Et là, c'est une planche pour vous montrer, toujours avec un département du Rhône qui ressort, mais ce sont sur les surfaces assujetties au dispositif éco-énergie tertiaire. Comme je vous le disais, donc les obligations pèsent pour les bâtiments qui ont plus de 1000 m². Les planches précédentes, c'était pour tout le parc tertiaire. Cette planche, c'est uniquement pour le parc assujetti, c'est-à-dire que le Rhône, en plus de ça, concentre les plus gros parcs de bâtiments tertiaires, mais ça aussi, on pouvait s'en douter. Mais maintenant, on a un peu cette étude qui fonde un peu tout ça. Voilà, donc pour la dernière planche, qui sera la planche peut-être de transition, c'est un peu le panorama qu'on a essayé de dresser des acteurs de ce tertiaire privé. Bien sûr, il y a le propriétaire au centre qui est concerné par les obligations réglementaires, mais qui est en dialogue évidemment avec son locataire, enfin son utilisateur, bon, ça peut être un propriétaire occupant évidemment, mais c'est aussi assez souvent un propriétaire qui loue des locaux à des utilisateurs. Et un utilisateur qui aussi a différentes contraintes et puis objectifs qui sont rappelés dans la planche, qui sont la pression sociétale et médiatique sur ces sujets-là, mais la pression aussi de l'image, la pression aussi de l'exigence de ses salariés par rapport à la qualité des bâtiments dans lesquels ils veulent évoluer, etc., etc. Et puis tout autour, il y a on va dire, j'allais dire une kyrielle, mais un certain nombre d'acteurs de l'ingénierie, du conseil, qui sont autour du propriétaire et au final, voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est essayer de trouver les bons relais pour pouvoir sensibiliser tous les propriétaires de ces parcs-là. Merci Jérôme. Voilà, je vous remercie. Parfait. Donc là, on voit sur cette diapo un petit peu une vision un peu globale de l'écosystème immobilier et l'ensemble des acteurs qui gravitent autour des propriétaires. Donc Loïc, on te laisse un petit peu nous approfondir un petit peu cet écosystème et nous dire un peu comment toi tu vois le décret tertiaire versus ces acteurs-là, selon que l'on soit propriétaire ou utilisateur. Qu'est-ce qui peut amener un peu ce secteur à bouger et à rentrer un petit peu dans la dynamique de réduction des consommations souhaitées. Je te laisse le micro et tu veux... Merci beaucoup. Elisabeth, je vais me rapprocher de vous parce que sinon, je souffre. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis Loïc de Villard, je suis directeur régional de CBRE et en même temps, effectivement, président de la FNAIM Entreprise. Alors, peut-être pour ceux qui ne... Je sais pas quand... Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément la FNAIM Entreprise, je rappelle juste en 2 secondes que ça regroupe en fait 18 sociétés qui sont spécialisées dans l'immobilier d'entreprise et que ça représente à peu près 350 collaborateurs qui travaillent sur l'ensemble de la métropole et qui représentent à peu près 80% des transactions du marché. Donc je pense qu'on est assez représentatif du marché de l'immobilier d'entreprise. Voilà, je passe simplement, c'est vrai qu'on est une fédération, donc on représente les activités de ce secteur-là. En 2 mots, CBRE, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, on est une société
de conseil en immobilier d'entreprise. On est présent un peu partout dans le monde. On suit en fait l'ensemble du cycle de l'immobilier sur l'ensemble des typologies de produits de l'immobilier. Ça peut être du bureau, des locaux d'activité, de la logistique, toute typologie. Et effectivement, pour faire le lien, on travaille bien sûr avec des propriétaires, des investisseurs, des utilisateurs. Et donc voilà, je vais peut-être me permettre de vous faire un petit retour d'expérience par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Alors, pour nous, au début, le décret tertiaire, ça a été un peu vécu comme une contrainte. Voilà, on s'est dit, ils vont rajouter encore des règles à notre profession. Et en réalité, en fait, on va voir à quel point c'est devenu une véritable opportunité extrêmement importante pour notre secteur d'activité. D'abord parce que, dans un premier temps, pour moi, ça a été un véritable accélérateur de la transition auprès des trois acteurs de l'immobilier, c'est-à-dire les directions immobilières qui représentent les utilisateurs, les promoteurs, les investisseurs qui donc n'avaient pas attendu le décret tertiaire pour pouvoir se soucier en fait des économies d'énergie. Faut être honnête, c'est vrai que ça a été un élément qui vient de se mettre en place, mais si vous êtes ici, je pense que la prise de conscience, elle est beaucoup plus ancienne que simplement 2022. Donc, ce qui a été établi par ces acteurs-là, c'est qu'en fait, ils ont installé notamment un certain nombre de certifications, de labels, qui ont été repris par l'ensemble de la profession pour pouvoir amener en fait l'ensemble de la profession à, je dirais, être de plus en plus vertueux au niveau des économies d'énergie, au sens large. Ce n'est pas que les économies d'énergie, mais c'est vrai que vous voyez, 2007 jusqu'à 2022, il y a tout un tas de labels, à tel point qu'on ne sait plus qui fait quoi, qui régit quoi, et ça peut être certainement une amélioration à avoir, mais voilà. Alors, qu'est-ce que ça a produit ? En fait, vous voyez, là, j'ai mis juste le graphe des immeubles certifiés sur la métropole de Lyon. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, en 2012, il y avait 50 000 mètres carrés d'immeubles certifiés, et qu'en 2022-23, voilà, eh bien, il y a 150 000 mètres carrés de certifiés. Donc ça, on voit bien que c'est un élément qui a été repris par l'ensemble du secteur. Après, c'est comment est-ce qu'on voit les choses au niveau... la question, c'était comment est-ce que les acteurs du marché voient les choses. Nous, on est assez basique dans l'immobilier, finalement. On dit, voilà, c'est un loyer, un taux, et puis on vous donne une valeur locative. Vénale. Voilà, Marc qui est là me tensait un peu là-dessus. Je pense que c'est assez basique, et c'est vrai que ça a été le cas pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, la certification, l'appropriation autour des économies d'énergie et cette capacité-là à être en adéquation avec ce nouvel environnement est extrêmement important pour deux raisons. La première, c'est que on peut faire de véritables économies au niveau des charges. Ça, c'est intéressant pour les utilisateurs. Mais la deuxième raison, c'est aussi parce qu'en termes d'identification, pour les utilisateurs, ça devient un élément différenciant, mais aussi un élément d'appropriation du bâtiment par les collaborateurs. Je vais y revenir. Alors, pourquoi ça ? Moi, je vois, il y a eu un vrai déclencheur, je trouve, à l'été 2022. Je pense qu'on avait tous été conscients des changements importants. Et il y a une véritable prise de conscience qu'on a eue à l'été 2022. Moi, je me suis fait vraiment challenger par mes enfants là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne voit plus de société qui... n'a pas, au moment où ils prennent des décisions qui sont sur le long terme,
n'a pas de référence sur justement cette économie d'énergie et cette adéquation avec le décret tertiaire. Donc, nouvel entrant dans l'écosystème de l'immobilier, c'est le collaborateur. Et en fait, le collaborateur qui vient challenger en fait, la capacité de l'utilisateur, mais aussi de l'investisseur, du promoteur, à répondre en fait, à des valeurs qui pensent être indispensables. Et ça, c'est un élément qui est vraiment nouveau dans notre écosystème. On en rigolait avec Marc Campesi qui est ici. C'est vrai que jusqu'à présent, ces éléments-là, on faisait des immeubles qui répondaient à un certain nombre de certifications, de normes, etc. Et c'est très bien. Sauf qu'on ne s'était pas vraiment posé la question de c'était pour qui ? C'est pour qui tout ça ? À quoi ça sert ? Pourquoi ? Etc. Et là, aujourd'hui, c'est l'inverse qui se pose. C'est qu'on doit justifier notre position. Et nous, au niveau de l'installation des utilisateurs, on a un département corporate, on suit les utilisateurs dans le choix des bâtiments. Et donc, vous allez voir que, vous voyez, je crois qu'ici, voilà, c'est la demande placée sur Lyon, vous voyez, sur la métropole. Vous voyez en sombre, en fait, tous les immeubles qui sont certifiés. C'est-à-dire que c'est les décisions qui ont été prises par les grands utilisateurs sur la métropole pour des bâtiments qui font plus de 5000 m². Donc, c'est plutôt les grands utilisateurs. Mais qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en fait, vous voyez que le foncé devient quasiment à 100%. Donc, ça prouve bien que les utilisateurs sont extrêmement sensibles sur ces critères-là. Et donc, après, en termes de valorisation, eh bien, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on voit bien que... Encore 2-3 minutes, Loïc. Ouais. Combien, 3 minutes ? Ouais, j'ai bientôt fini. Donc, ce qu'on voit bien au niveau de la valorisation, c'est que, en fait, les utilisateurs sont prêts à payer plus cher des immeubles qui vont leur coûter moins cher aussi en termes de charges, mais aussi en termes d'image. Ça, c'est tout ce que... On ne va pas forcément quantifier ça, mais c'est extrêmement important pour pouvoir recruter. Je pense que pour attirer la nouvelle génération, c'est important de parler et d'adapter en fait notre processus. Autre élément, c'est, on évoquait ça, c'est qu'à partir du moment où vous allez vouloir financer ces opérations, les promoteurs ils sont très sensibles à ces éléments-là, eh bien, un certain nombre de banques vont refuser de vous financer si vous ne répondez pas à un certain nombre de critères. Au même titre que les fameux fonds ISR ne vont pas acheter les immeubles si vous n'êtes pas certifié. Donc, voilà. Donc, tous ces éléments pour dire que eh bien, maintenant, on est rentré dans un cercle vertueux où il est extrêmement important de suivre tout un cycle pour pouvoir optimiser la valorisation. C'est plus simplement un calcul finalement assez simple du loyer sur un taux. Il faut aussi répondre à un certain nombre de critères pour pouvoir optimiser et valoriser à terme. Et c'est là où je trouve que le décret tertiaire, je pense que mon retour d'expérience sur le décret tertiaire, c'est vraiment de dire que c'est un véritable accélérateur. Moi, je trouve ça très intéressant. On parlait d'opportunités ou contraintes. Moi, pour moi, je milite ça au niveau de la fédération pour dire que c'est vraiment un vecteur de création de valeur à travers un règlement qui peut paraître un petit peu contraignant, mais quelque part qui nous fait tous progresser pour pouvoir répondre à cette problématique globale de l'énergie et de la réduction des ressources. Voilà. Donc je vous remercie. Je ne sais pas si... Non, c'est très bien. C'est bon. Très bien. Les questions, on vous proposera quelques minutes en fin de conférence et on pourra prendre quelques questions. Merci Loïc pour cet éclairage conseil immobilier.
Et peut-être du coup, là, c'est intéressant de donner la parole à la fois donc finalement un utilisateur et un propriétaire qui a fait. J'ai la chance qui et a propriétaire. rénové. Donc je peux vous laisser vous présenter et je vais lancer. Donc ce qu'on vous propose, c'est de lancer une petite vidéo. Donc, Pierre Martin, je suis directeur de KTR. Alors, on fait de la mécanique pour l'industrie, donc ça n'a rien à voir avec les bâtiments, mais il se trouve que il y a 6 ans de ça, j'ai acheté un bâtiment des années 70 là, dont personne ne voulait en fait, et qu'on a rénové avec l'aide de Marc Campesi ici présent, avec des valeurs vertueuses, on va dire, en termes d'écologie. Alors, on a juste en dessous de 1000 m², on ne faisait pas partie du décret tertiaire à venir, mais on peut peut-être voir la vidéo, et puis après, il y a... Allez-y. C'est quoi ça? Un Daily Choc, c'était mon biscuit préféré quand j'avais ton âge. C'est bon. C'est l'heure du goûter. Je peux en prendre un? Si tu me dis ce qu'on doit faire avec ça. Un biscuit croquant qui déborde de chocolat gourmand. Au lait ou noir, Daily Choc, le biscuit toujours aussi choc. Allez, tiens. KTR France est une rénovation très particulière puisqu'il s'agissait d'une épave thermique des années 70. Nous avons fait de ce bâtiment particulièrement inconfortable, un bâtiment exemplaire, tant du point de vue de la qualité de vie au travail que du point de vue énergétique, puisque ce bâtiment est une première en France. C'est une rénovation à énergie positive avec stockage d'énergie et le recours à une grande diversité d'énergies renouvelables. Vous voulez un nouveau bâtiment qui soit à l'image de l'entreprise, avec des valeurs d'innovation, de vision sur le long terme, des valeurs aussi de bien-être au travail et d'autonomie. Dans cette opération de réhabilitation, pour atteindre des objectifs bas carbone, nous avons dans un premier temps privilégié les acteurs locaux pour limiter les déplacements. Du point de vue des matériaux, nous avons privilégié les matériaux biosourcés. Donc je prendrai pour exemple les menuiseries qui sont en bois et bois aluminium. Le bois pour son impact sur le carbone et l'aluminium pour sa durabilité. Nous avons également eu recours à des isolants biosourcés en quantité. Et bien évidemment, le plus visible sur ce bâtiment, c'est que nous n'avons recours qu'à des énergies renouvelables pour produire le rafraîchissement et le chauffage. Donc l'impact carbone est très très faible. Il est, d'après calcul, il est plutôt positif, puisque nous produisons énormément d'énergie, beaucoup plus que nous en consommons. Donc le principe de la performance énergétique, c'était tout d'abord de concevoir une enveloppe particulièrement performante, notamment grâce à des produits et des isolants qui permettent un très bon déphasage thermique, c'est-à-dire que le flux de chaleur rentre doucement en été, donc peu de recours à la climatisation. Nous avons adopté les principes de l'architecture bioclimatique, donc avec des apports gratuits favorisés par des baies vitrées, une présence de baies vitrées assez importante. Nous allons utiliser l'énergie et la stocker quand elle est disponible, transporter dans des sondes géothermiques, 4 sondes géothermiques qui sont creusées à 150 mètres de profondeur dans la roche. Les calories ainsi transportées vont être stockées pour une saison et permettre de réchauffer le bâtiment, de chauffer le bâtiment en hiver en remontant cette énergie. On a insisté sur les différents aspects de la vie au travail, la position des bureaux les uns par rapport aux autres, ça c'était important, l'ergonomie, la santé au travail, donc par exemple effectivement les bureaux sont réglables en hauteur pour pouvoir travailler debout quand on en a envie simplement et assis à la bonne hauteur qui correspond à chaque personne. Le confort des usagers, c'est le facteur numéro 1 de la réussite du projet. Les vues extérieures, la lumière naturelle, une qualité acoustique irréprochable avec un gros travail sur l'absorption acoustique. On le voit derrière nous avec des panneaux en lichen. Tout ceci contribue au bien-être des gens qui travaillent dans cet espace. On voulait aussi mettre l'entreprise au cœur de son paysage et de sa nature. Donc on a aussi travaillé sur la biodiversité autour du bâtiment, qui fait qu'au-delà de l'aspect travail dans le bâtiment, il y a un aspect on vit dans ce bâtiment-là. Et on échange des choses au-delà du travail entre les collaborateurs ici. Tout est reproductible ici
sans grande complexité et j'espère vivement que l'on prendra conscience des capacités de la Terre à stocker de l'énergie, puisque c'est un des enjeux de demain. Chaque bâtiment doit être l'opportunité pour reconstruire ce que nous avons détruit pendant des décennies. Il faut être conscient de tout ça et acteur aujourd'hui de l'avenir. Là, c'était il y a 6 ans. C'était il y a 6 ans, ça. La vidéo a été tournée à ce moment-là, enfin en 2018, mais le bâtiment a été conçu en 2017, donc voilà, avec l'idée de rassembler différentes technologies existantes. Et 6 ans après, ce qu'on peut dire, avec le recul, aujourd'hui, alors on parlait d'estimation de consommation, là on fabrique 22% de plus d'électricité qu'on en consomme sur l'année, et il y a encore à améliorer. Donc ça, c'est un petit peu le projet pour cette année, c'est d'améliorer la partie autoconsommation qui était tout à ses débuts en 2018, et la partie stockage d'énergie aussi pour le côté fluctuation. Alors, je ne parlais jamais de retour sur investissement, parce que ce n'était pas mon objectif. J'ai la casquette propriétaire, j'ai la casquette utilisateur, et puis aussi usager en termes de coût de fonctionnement. Donc, effectivement, il y avait un retour sur investissement qui était peut-être prévu sur 12 ans, 13 ans sur la partie énergie supplémentaire. Aujourd'hui, avec la hausse de l'énergie, enfin, voilà, c'est déjà rentabilisé, enfin, on peut dire, l'investissement qui a été fait autour de la géothermie, qui avait été sponsorisé ou financé en partie par l'ADEME aussi. Et le volet énergie, c'était qu'une partie de l'ensemble. C'était vraiment l'idée, c'était d'avoir regardez, c'était l'utilisation des personnes, l'usage des personnes. Moi, je dis toujours qu'on vit dans le bâtiment, on est des habitants, et aujourd'hui, on est en concurrence aussi, on peut dire, la vie du bâtiment de bureau, on est en concurrence avec le télétravail aussi. Il faut que les gens aient envie de venir. Alors, et ça, je n'avais pas du tout perçu ça, parce qu'à l'époque, télétravail, ça n'existait pas vraiment trop. Voilà. Et ça, je l'ai perçu très vivement là, ces dernières années. Et aussi pour la partie recrutement, je n'imaginais pas non plus que c'était un argument en fait pour quand j'ai recruté les personnes, quand il y a des alternants qui viennent, quand il y a des clients qui viennent, je dis ah quand même, oui c'est possible de faire des choses. Et quand on fait des formations, j'aime bien quand il y a une personne qui repart avec une idée pour l'appliquer dans son bureau. J'ai eu le cas d'une personne une formation, nous on a un nouveau bâtiment tout neuf, autour on a de la pelouse. Il n'y a même pas une table pour aller pique-niquer dehors, quoi. Ces petites choses comme ça qui partent avec du bâtiment quand ils viennent me voir. C'est ça que je trouve positif Donc l'impact positif sur les habitants du bâtiment, voilà. Et une démarche globale qui ancre l'entreprise dans son environnement, l'environnement végétal, mais l'environnement aussi territorial, c'est-à-dire vraiment les personnes autour du bâtiment. L'idée aussi ça on ne l'a pas fait, c'était de mutualiser des moyens, la géothermie par exemple. On aurait très bien pu imaginer de faire cette installation-là et de mutualiser cette ressource d'énergie avec les voisins, les personnes, les entreprises autour. Donc ça, c'est des choses que si quelqu'un doit développer aujourd'hui, ou construire un bâtiment, ou rénover un bâtiment, se dire, je vais aller voir mes voisins, est-ce que si on met en place une ressource d'énergie comme ça, qui est disponible, qui est gratuite, enfin relativement gratuite, est-ce qu'on ne peut pas le faire ensemble? Donc voilà, ça c'est vraiment des idées, je dirais, à partager au moment de l'investissement. Mais non, on veut aller plus loin maintenant un petit peu. Il y a le travail sur la gestion de l'eau aussi, des choses comme ça qu'on va mettre en place. Et voilà. Partie environnement, on fait aussi notre bière. Maintenant, on a oui, on fait de la bière, mais c'est pas notre métier. Mais ça permet aussi de fidéliser. Ça fidélise les clients aussi, ouais. Mais ça fait aussi de l'ombre en été. Et le houblon disparaît en hiver et ça apporte le soleil. Donc c'est utile, c'est sympa, et en même temps ça a vraiment sa fonction, je dirais, pour le bâtiment et pour les gens qui vivent dans le bâtiment. Voilà une réalisation, voilà ce qui est possible de faire, même sans décret tertiaire, parce qu'on est en dessous de 1000 m². Et les outils sont là et il n'y a plus qu'à aller, quoi, en fait, il faut faire. Bon, merci Pierre pour nous avoir magnifiquement illustré un petit peu la mise en application
du dispositif éco-énergétique, même si vous n'étiez pas assujetti. Donc, ce qui montre aussi que la limite des 1000 m², certes, le dispositif éco-énergie tertiaire, il va un peu booster et accélérer la baisse des consommations de ce secteur-là, du moins de ces bâtiments-là, mais ça concerne bien évidemment tous les bâtiments. Donc votre retour est vraiment très, très instructif. Et comment moi je propose de terminer par une petite présentation de l'ADEME. Je vais reprendre votre micro. Voilà. Et qu'est-ce que l'ADEME peut aider dans ce que vous veniez de conclure, comment un petit peu pousser d'autres acteurs, d'autres gestionnaires, propriétaires ou utilisateurs de bâtiments, du bâtiment tertiaire pour entreprendre des actions et des travaux. Actions, Jérôme tout à l'heure l'a bien rappelé, le dispositif éco-énergie tertiaire, c'est pas qu'une obligation de travaux, mais c'est aussi un ensemble d'actions, de pilotage, de sobriété, qui, couplés à des travaux judicieux, peuvent permettre de réduire les consommations dans des proportions importantes, et on vient d'en avoir un exemple. Alors moi, je vais vous présenter deux dispositifs de l'ADEME, dont le deuxième, là, sur le fonds chaleur, que Pierre a évoqué, qui permet aussi de financer des investissements de production d'énergie renouvelable thermique, dont des investissements sur les installations, l'accompagnement sur les installations de géothermie basse énergie, qui permettent, donc, avec ces pompes à chaleur, d'avoir des rendements très importants. Donc, dans la gamme des pompes à chaleur, entre les RR, la détente directe, l'air haut et l'eau haut ou la sol haut, les pompes à chaleur géothermie sont les installations qui ont les performances les plus élevées et qui permettent de concourir dans une marge assez intéressante. Surtout quand on fait attention, et c'est le conseil aussi à l'isolation, à réduire la demande et à adapter les températures de circulation d'eau dans votre bâtiment pour que la pompe à chaleur travaille dans des bonnes conditions de rendement, d'avoir une partie de la trajectoire des crêts tertiaires déjà réalisée avec cet investissement-là. Voilà, je regarde aussi la montre parce que je vais être soumis aux mêmes contraintes que vous, évidemment. Alors j'avais une petite diapo sur un petit peu les étapes d'un projet, par quoi on commence, et pour attirer votre attention sur l'intérêt de bien se faire accompagner le plus en amont possible, dès les études préalables, avec un audit énergétique. Ou bien des études de faisabilité sur les champs des possibles en termes de solutions de production d'énergie ou de production d'électricité d'origine renouvelable, ce qui permet à la fois de pouvoir anticiper le décret tertiaire, mais aussi de pouvoir cibler les actions et les travaux les plus efficaces et adaptés au bâtiment. C'est aussi l'occasion de pouvoir aussi anticiper un plan de financement et de regarder toutes les aides financières que l'on peut mettre au profit du projet. Et ensuite, entre la réalisation des travaux et l'audit, il y a la case ingénierie de réalisation, accompagnement en maîtrise d'œuvre, donc qui a été, vous l'avez évoqué, qui permet aussi de pouvoir, avec des études d'avant-projet et des études d'exécution, jusque la livraison et la pré-exploitation et la mise en service de l'installation, de pouvoir permettre à des entreprises dont ce n'est pas le métier, des utilisateurs, des entreprises dont ce n'est pas le métier, d'avoir des travaux qui soient faits avec soin, qualité, et qui apportent la performance énergétique, mais aussi le confort, ce qui a été bien expliqué tout à l'heure. Voilà. Et puis l'importance du suivi, c'est un bâtiment comme un bâtiment neuf ou un bâtiment rénové. Il a des performances intéressantes l'année 1, mais la question, c'est de pouvoir maintenir ces performances dans la durée, puisque le décret tertiaire, il va venir toutes les décades et vérifier, c'est un objectif de résultat. Ce n'est pas un objectif de moyen, le décret tertiaire. Donc du coup, ça oblige à maintenir une performance dans la durée. Voilà. Alors pour donc cette question centrale de l'accompagnement, de la qualité des études et de l'ingénierie, nous on vient de lancer une expérimentation qui s'appelle Booster Entreprise Éco-Énergie Tertiaire, dont la cible sont les bâtiments assujettis ou pas,
dont l'objectif est de pouvoir les aider à mettre en œuvre ces étapes d'audit énergétique préalable et d'aider à financer des honoraires de maîtrise d'œuvre pour obtenir les résultats qu'on a évoqués. Donc c'est une expérimentation qui est aujourd'hui sur 4 régions, dont Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce qu'il n'est pas impossible qu'on la nationalise et que d'ici la fin de l'année, ça puisse concerner toute la France. Pour cette offre-là, il y a 3 phases. Donc, il y a l'audit, l'accompagnement sur l'audit énergétique, l'état des lieux, le calcul des consommations actuelles, les prescriptions qui permettent de réduire, le modèle de prévision qui va pouvoir permettre de dire, voilà, les économies d'énergie qu'on pourra réaliser, qu'est-ce que ça va coûter, qu'est-ce que ça va coûter en coût global aussi, en projetant un coût d'exploitation sur X années. Mais c'est aussi, suite à cet audit-là, de pouvoir enclencher les premières actions payantes, parce que pas cher, des actions qui se rentabilisent très vite en moins de 2 ans. Donc on a imaginé un accompagnement de quelques jours du bureau d'études qui va pouvoir permettre en quelques mois de pouvoir aider l'entreprise à mettre en œuvre ces actions-là et d'en évaluer avec du suivi adapté à l'opération, sans rentrer dans une usine à gaz avec des systèmes intrusifs, mais avec des mesures de température, de consommation, de relève de compteurs, voilà, qui vont pouvoir permettre d'établir un peu d'évaluer ces actions-là. Et puis une 3e phase qui est plus lourde, qui est, voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on a décidé de se lancer dans un scénario décret tertiaire, 2030, 2040 ou 2050. Ça nécessite de l'ingénierie de réalisation, bureau d'études, peut-être architecte parce qu'il y a une intervention sur l'extérieur avec de l'isolation. Il y a peut-être besoin d'un bureau d'études structure. Je ne sais pas, moi, si on vient rajouter de la charge sur une toiture, il faut bien vérifier que la toiture puisse supporter cette charge supplémentaire. Voilà, donc s'il y a des coûts induits d'ingénierie, et l'idée, c'est qu'on puisse, nous, dans le cadre de cette expérimentation, pouvoir financer cela. Ce booster-là, donc il y a, je vous disais, 2 cibles non assujetties et assujetties, 2 parcours. Pour les non assujettis, on va pouvoir vous accompagner sur les phases 1, 2 et 3, donc dès l'audit. Par contre, sur les assujettis, pour l'instant, l'idée, c'est que l'audit, les entreprises puissiez les réaliser par vous-même. Je vous montrerai juste après un dispositif qui existe avec la BPI, et on pourra ensuite, une fois que l'audit énergétique est réalisé, vous accompagner sur la phase réalisation, ingénierie de réalisation. Donc cette diapo-là, elle illustre le parcours pour les non-assujettis. Donc une entreprise, alors ça concerne les TPE et les PME, pour les non-assujettis, qui peuvent commencer par se faire conseiller par des CCI, chambres de métiers. Donc il y a un réseau d'acteurs relais qui existe. Et si le projet, l'entreprise souhaite aller plus loin et réduire ses consommations et que le projet nécessite des besoins de prestations d'ingénierie, voilà, on peut raccrocher sur le booster avec le financement de l'audit et la phase d'accompagnement, la phase 1 et 2. Et ensuite, si l'entreprise décide d'aller plus loin, de financer la phase 3. En termes d'accompagnement financier, un taux d'aide entre 60 et 70%. Petite entreprise jusqu'à 50 salariés, 70% du coût de l'audit de la phase 1 et phase 2. 60% si c'est une moyenne entreprise, donc jusqu'à 250 salariés. Et puis pour la phase 3, c'est pareil, on peut donc aider sur ces mêmes taux-là. Et on a rajouté les ETI, donc les établissements de taille intermédiaire, jusqu'à 5000 salariés. Donc on peut aussi, on a souhaité élargir pour la phase 3 uniquement l'accompagnement de ces entreprises-là dans la mise en œuvre de ce travail avec le financement de cette ingénierie de réalisation. Pour les assujettis, donc là, on rentre directement dans la phase 3, ce qui suppose que le préalable, vous ayez réalisé un audit énergétique. Il y a le dispositif Perfimo de la BPI qui existe et qui peut permettre d'accompagner des entreprises en proposant un bureau d'études qualifié, référencé et en
en maîtrisant la dépense de cette prestation-là, puisque il y a une grille qui a été préétablie avec des bureaux d'études partenaires. Et donc, suite à cet audit-là, comme pour des non-assujettis, si on passe en phase réalisation, donc là, qui nécessite de l'ingénierie réalisation, l'entreprise, qu'elle soit petite entreprise, moyenne entreprise, ou établissement de taille intermédiaire, postuler sur, se faire accompagner sur la maîtrise d'œuvre. J'indique simplement en bas à droite qu'on a fait pour l'objectif de performance, petite entreprise, moyenne entreprise, on se cale sur l'objectif 2030 du décret tertiaire, c'est-à-dire que l'entreprise doit mettre en œuvre un programme de travaux qui permet d'atteindre au minimum les moins 40% ou la valeur cible, la valeur absolue du décret tertiaire 2030. Si c'est un ETI, donc on considère qu'ils peuvent aller un peu plus loin et aller jusqu'à l'objectif 2040, donc c'est moins 50% de consommation d'énergie. Là, vous avez le lien Booster qui vous permet d'avoir tous ces éléments-là en détail et de pouvoir déposer les entreprises des dossiers de demande d'aide. Et je termine par le fonds chaleur, qui a été illustré tout à l'heure par Pierre Martin, où on peut financer à la fois des études de faisabilité et des investissements sur des solutions d'énergie renouvelable thermique, des chaufferies biomasse, réalisation de réseaux de chaleur, création ou extension de réseaux de chaleur, la géothermie assistée par pompe à chaleur, que ce soit sur sonde, mais ça peut être aussi des installations sur nappe. Donc là, sur le bassin métropolitain, on a la nappe d'accompagnement du Rhône ou d'autres nappes qui sont assez puissantes et assez intéressantes à utiliser. Alors, sous réserve dans certains secteurs, presqu'île par exemple, où c'est un petit peu tendu, on va éviter par exemple là de faire plutôt du rafraîchissement, mais plutôt du chauffage. Mais en dehors de ces zones un peu sous tension, on peut tout à fait utiliser la nappe et avoir des installations de production de chaleur et de rafraîchissement par la pompe à chaleur et les installations solaires thermiques pour assurer des besoins de chaude sanitaire essentiellement. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que voilà, je le disais en introduction, simplement pour illustrer ici, pour finir sur la géothermie basse énergie, reboucler sur l'exemple de KTR, c'est des équipements efficaces et qui, couplés avec de la MDE, peuvent permettre de remplir les obligations du dispositif éco-énergie tertiaire. Et donc là, c'est vraiment intéressant pour vous, entreprises, d'anticiper, de pouvoir regarder ces solutions-là un petit peu en amont. On peut vous aider à les évaluer, à les étudier, à faire des essais de reconnaissance. Une nappe, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, on ne décide pas de se raccorder sur la nappe. On fait des essais de reconnaissance, de pompage, pour pouvoir vérifier à la fois les débits, la qualité de l'eau. Il y a aussi tous les aspects réglementaires. Voilà, ça nécessite des études préalables et on peut financer ces études-là dans des proportions importantes puisqu'on peut aider jusqu'à 70% ces études-là. Et puis les travaux au forfait qui permettent en général de couvrir entre 15% et 50% des investissements. Voilà, moi j'en ai terminé. Là, il est 17. On a jusqu'à 30, hein, on nous avait dit. Voilà, donc on peut prendre quelques questions avant de clore cette conférence. Marc Campesi, donc tu es le maître d'œuvre du dossier de Pierre Martin. J'ai une petite question parce que on a beaucoup de demandes liées à des locaux d'activité, donc industrie, locaux artisanaux, mais sur des surfaces qui vont de 1500 à 10 000 mètres carrés. Est-ce qu'on va rentrer dans le cadre, alors pas du décret tertiaire, puisqu'ils en sont exclus, si j'ai bien compris, si les surfaces de bureaux dans ces bâtiments de type industriel n'excèdent pas 1000 mètres carrés, donc les locaux artisanaux sont mis de côté. C'est pas très clair, hein, tout ça. Hein. Donc ça, je pense qu'il y a une information un peu manquante sur le sujet. Et ma question, c'est est-ce que les dispositifs d'aide, est-ce que nos clients peuvent en bénéficier? Parce que c'est quand même... Alors, oui. À partir du moment où le bâtiment a un usage tertiaire, si c'est des locaux tertiaires dans d'une entreprise industrielle, voilà, qui a ses locaux, ses ateliers avec des locaux de production, et puis il y a des bureaux, des entrepôts. Les entrepôts sont dans la catégorie, si je ne m'abuse, du décret tertiaire, mais tu pourras compléter.
tout ce qui est logistique sont dans... voilà, il y a Antoine est là aussi, il y a le spécialiste des craies tertiaires. Voilà. Si on valide la destination tertiaire du bâtiment, que ce soit une entreprise industrielle, du secteur tertiaire, de l'agroalimentaire, ce que vous voulez, on peut accompagner l'entreprise dans la réduction de ses consommations d'énergie. Voilà. C'est pas une entrée entreprise du secteur tertiaire, c'est une entrée usage tertiaire, le dispositif Accompagnement Booster. Peut-être, Jérôme, pour la question assujettissement. On ouvre une porte assez... Parce qu'on a beaucoup de cas particuliers dans cette réglementation, c'est le problème. Mais la logique ça veut qu'effectivement, on soustrait de l'obligation à toute l'activité industrielle proprement dite. Hein. Et donc, on retient que les activités de bureau ou tertiaires. Hein. La cantine, ça en fait partie, par exemple. Et donc, il faut additionner toutes les surfaces qui n'est pas de l'activité industrielle. Et c'est cette surface-là qu'il faut comparer au seuil de 1000 m². C'est uniquement la partie bureau, enfin la partie tertiaire. Bon, la logistique, on la prendra peut-être à la fin si on a avec la logistique est dedans. Hein. Oui. C'est pas lié à une profession en particulier, c'est vraiment lié à l'usage qui est fait des locaux. Si c'est un usage tertiaire, donc on cite toujours les bureaux ou la restauration ou quoi que ce soit pour une entreprise de plomberie ou une entreprise agricole, c'est vraiment la destination des locaux qui compte. Donc si dans les locaux, en fait, un locaux dans des locaux industriels, toutes les activités tertiaires qui sont exercées, c'est ces surfaces-là qu'il faut compter pour l'assujettissement. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que ça paraît clair pour vous? Mais on échange, nous, c'est un questionnement de manière récurrente, tous, et j'ai interrogé l'État, je ne savais pas que vous allez vous voir aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pas très clair, ça l'est pour vous. Non, il faut pas hésiter à poser vos questions. Justement, il y a des référents dans chaque département. À la DREL aussi, on pourra vous répondre. N'hésitez pas à poser les questions. Sur le site Opéra. Également, peut-être que vous pourrez trouver les réponses aux questions. Voilà, il y avait une question ici, madame, si vous pouvez vous présenter, puis après une autre question derrière. Oui, bonjour à tous. Mathilde Véron, société Colliers. Moi, j'accompagne des sociétés, entreprises dans leurs projets immobiliers. J'avais trois questions en fait. La première, c'est est-ce que vous avez côté ADEME des retours d'expérience sur les travaux les plus communément entrepris? Est-ce que ça porte plus sur l'enveloppe ou plus sur les équipements? Combien ça coûte? Est-ce qu'on a des notions de ratio? Et un pourcentage à peu près des aides atteignables pour un projet de rénovation en fonction de l'âge des bâtiments? Alors, je vous avoue que je ne sais pas que je veux botter en touche, mais on a beaucoup d'expérience, de retour d'expérience sur la rénovation du tertiaire public. Alors, on a accompagné beaucoup d'opérations, on a au niveau statistique, on a quand même pas mal de données sur le coût des travaux. Grosso modo, on est pour des rénovations globales autour de 400 à 500 euros du mètre carré pour la rénovation globale, uniquement sur l'énergie. Et il se trouve que souvent, on l'a vu ici, hein, mais il n'y a pas que des dépenses qui concernent la rénovation énergétique, mais il y a aussi beaucoup d'autres dépenses sur l'accessibilité, mise en conformité, de l'aménagement intérieur, de la plomberie, voilà. Et ça peut multiplier par 2 ensuite le coût de la rénovation. Voilà. Pour le tertiaire privé, je ne serais pas étonné qu'on en soit un peu dans les mêmes proportions. Mais voilà, l'objectif de ce booster-là, c'est justement de construire ce retour d'expérience par branche d'activité, de pouvoir montrer, même si on a quelques exemples, là, on a l'entreprise KTR, il y a d'autres opérations qu'on avait accompagnées il y a quelques années, mais ça nous semble aussi aujourd'hui insuffisant par rapport à l'ambition et à l'aune du décret tertiaire. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Et puis en termes d'aide financière, effectivement, j'ai parlé du fonds chaleur, mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas pléthore non plus de financement. J'en citerai au moins 2. Il y a les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qu'il ne faut pas rater. C'est entre les investissements, moi je dirais entre 5 et 10%. Donc c'est intéressant à
à aller chercher. Et puis, il y a le crédit d'impôt PME sur la rénovation énergétique. Marc, il me regarde. Oui, il a été prolongé. Ça a été décidé, je crois, en janvier cette année, il me semble, qui a été prolongé, crédit d'impôt PME pour la rénovation énergétique. C'est 30%, je crois, plafonné à 25 000 euros de crédit d'impôt pour les réservés aux PME. Voilà. Et puis, il y a l'emprunt aussi. Je veux dire, l'emprunt, la question de... Finalement, avec les prix, le coût de l'énergie, de pouvoir regarder, finalement, rapporter, est-ce que c'est intéressant d'emprunter et par rapport au coût d'exploitation et de regarder finalement de quelle manière la baisse de mes coûts d'exploitation vont me permettre de rembourser une partie de mon emprunt. Ça, c'est des mécanismes, des logiques que font très bien, de plus en plus, les collectivités territoriales. Mais peut-être que Pierre... Moi, je voudrais juste dire... on peut regarder combien ça coûte. Il faut plutôt regarder combien ça rapporte. Et puis, de combien le bâtiment sera dévalué s'il ne se passe rien dans le bâtiment. Et il faut changer un peu le mode de pensée, je crois, dans ce cas-là. Et en termes d'outils d'offres de financement, BPI a des choses assez intéressantes, Prévert, voilà, il y a la Banque Populaire, Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, peut-être juste avant, excusez-moi, monsieur, puis après vous. Bonsoir, merci de me donner la parole. Patrice Thiollier, Otinga, bureau d'études et d'ingénierie, performance énergétique et environnementale. Nous accompagnons des clients, que ce soit privés ou publics. Et les questions post-études arrivent sur les recherches de financement et la mise en réalisation, le plan d'action, les stratégies de modulation. Ma question porte sur les études, avec les financements des études de 50 à 70%. Qu'est-ce qui fait bouger le curseur de 50 à 70% pour l'ADEME? D'accord, c'est la taille de l'entreprise. Vous parlez des études de... Oui, que ce soit pour les études de faisabilité, c'est la même logique d'intervention. Plus l'entreprise est petite, plus elle va être aidée. D'accord. Voilà, donc petite entreprise, c'est jusqu'à 50 salariés le max, 70%. Si c'est une entreprise entre 50 et 250 salariés, moyenne entreprise, donc au sens communautaire, le taux passe à 50%. D'accord. Et j'ai peut-être loupé un épisode, mais est-ce plafonné? Oui, alors c'est vrai que je suis passé vite. Le coût des études, par exemple, pour un audit, on plafonne la dépense éligible à 8 000 euros. Et pour la phase 2 d'accompagnement, donc pour nous, c'est quelques jours d'accompagnement d'un bureau d'études à 700, 800 euros. C'est 2 000 euros. Voilà, on estime que c'est dans cette ordre de grandeur-là. Donc on peut rajouter 2 000 euros de dépenses éligibles, ce qui fait une dépense éligible pour une entreprise, on va dire par exemple jusqu'à 50 salariés, jusqu'à 10 000 euros de dépenses, elle peut récupérer 7 000 euros d'aide de l'ADEME. Au-delà de 10 000 euros, ça veut dire que ça sera un dépassement et un débours à sa charge. Voilà. Ce qui me permet aussi d'indiquer, je ne l'ai pas dit, comme BPI, on a référencé des bureaux d'études. C'est-à-dire que pour les entreprises, on leur évite, si elles le souhaitent, d'aller se poser la question, qui est capable de me faire un audit de qualité et qui est capable d'avoir aussi des garanties en termes de référence. Et on a présélectionné des bureaux d'études, il y en a une trentaine sur Auvergne-Rhône-Alpes qui sont référencés sur de l'audit énergétique, sur de la maîtrise d'œuvre, sur des contrats de performance énergétique, sur des faisabilités d'énergie renouvelable. Voilà. Donc ça peut permettre à l'entreprise de lui simplifier un petit peu Mais par contre, il lui reste à sa charge de consulter des entreprises, les bureaux d'études, et de retenir le bureau d'études qui va bien, sachant que l'entreprise n'est pas obligée de choisir le bureau d'études de la liste ADEME si le bureau d'études qu'elle choisit coche les mêmes cases en termes de qualification et de retour d'expérience. Retour d'expérience, oui. Merci. Merci. Jean-Christophe Beau de Act for Now. C'est une agence d'accompagnement à la transition écologique. Merci, déjà, c'était super. Alors nous, on accompagne aussi sur les changements de comportement qui peuvent contribuer. Du coup, j'avais une question. Quelle est la part de votre expérience que peuvent susciter les changements de comportement de personnes
Et du coup, est-ce qu'il y a aussi des aides d'accompagnement au changement de comportement et l'acceptation de comportements, voilà, chauffage, chaleur, voilà. Pierre, climatisation, ouais. etc. Comportement des usagers du bâtiment, des habitants du bâtiment. Tout à fait. Oui, alors je vais prendre dans l'autre sens. Le bâtiment dans lequel on vit, on travaille, a un impact énorme sur le comportement des personnes dans le bâtiment. Dans ce sens-là, je l'ai vécu, c'est énorme. Dans l'autre sens, effectivement, il y avait des histoires de réglage de température. Chacun a ses ressentis de température. Est-ce qu'il faut régler à, je sais pas quoi, à 23 degrés ou 21 ou 25? Chacun a une perception différente. Il y a l'humidité qui rentre en ligne de compte, des choses comme ça. Et donc là, il y a une espèce d'information, d'éducation à faire auprès des usagers, des habitants du bureau. Ça, c'est des choses, oui. Et après, si on informe les habitants des bureaux, je pense qu'ils vont aussi eux-mêmes demander des changements. De dire, mais ce bureau est inconfortable, j'ai des courants d'air, j'ai des choses comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Et ça peut aussi pousser alors les propriétaires, les investisseurs à faire ces changements-là. Donc c'est peut-être une porte d'entrée d'ailleurs pour pousser sur le changement. Il y a la hausse de l'énergie, c'est une porte d'entrée qui pousse les choses, mais une information ou des demandes des utilisateurs des bâtiments, ça va aussi pousser dans ce sens-là. Peut-être Loïc, oui, un complément de... Moi, si je peux compléter, c'est vrai que votre remarque est très pertinente parce que au-delà des économies d'énergie, on voit bien que la nouvelle génération, de manière générale, mais est très en attente de changements de comportement, d'organisation. Voilà, tout ça, c'est très disruptif et c'est intéressant parce que ça nous questionne. Et en même temps, c'est pas toujours évident effectivement de se dire voilà, je vais avoir un retour sur investissement là-dessus, mais on peut en trouver hein, si on veut avoir des indicateurs là-dessus. C'est, je sais pas, ça peut être la productivité, ça peut être aussi le temps de présence, le nombre d'absences. Voilà. Bon, il y a plein de choses qu'on peut utiliser, mais je trouve que votre remarque est intéressante parce que c'est vrai qu'on le voit dans l'accompagnement qu'on a des utilisateurs. Il y a une vraie demande qui va au-delà de simplement l'énergie. C'est l'environnement de travail, c'est tous ces nouveaux critères qui avaient démarré d'ailleurs un petit peu avant le Covid, mais qui ont été accélérés. Moi, je disais tout à l'heure, le décret tertiaire est un accélérateur autour des économies d'énergie et autour de la rotation en fait du parc immobilier. C'est ça que je trouve intéressant et ça va de pair avec ce qui est demandé par la métropole sur la régénération. Au début, on était un petit peu sceptiques, hein, les acteurs de l'immobilier là-dessus, et en fait, on se rend compte que la régénération, c'est un formidable élément qui va permettre de dynamiser le marché aussi, parce qu'il va rendre obsolète tout un tas de bâtiments, et puis ça va amener à recycler tout ça. Et juste pour revenir à ce que vous disiez sur l'aspect environnement, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire, mais pas forcément des critères qu'on peut quantifier. Voilà. C'est finalement un environnement de travail qu'on propose aux collaborateurs qui devient attractif. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, moi je trouve que c'est quand même super sympa d'aller au travail en sifflant. Hein. C'est sympa, quoi. Bon, allez, donc sur cette note très optimiste et positive, voilà, je vous propose de terminer cette conférence, de la clore. Voilà, on a quelques minutes de retard. Merci à Pierre, Loïc et Jérôme d'avoir préparé vos supports et puis d'être venus ici et contribuer au débat avec vos expertises respectives. Voilà, et puis merci à vous d'être venus. J'espère que ça vous a intéressé.